Place Vendôme, Paris. C'est un vendredi soir quand Isabelle Moreau, entrepreneuse multimillionnaire de 32 ans, dîne seule dans le restaurant le plus exclusif de la place, entourée de serveurs en smoking et de plats qui coûtent plus qu'un salaire moyen. Sa robe Chanel de 3000 € brille sous les lumières dorées, tandis qu'elle savoure du homard et du champagne Dom Pérignon. Soudain, une fille d'environ 15 ans avec un bandeau noir sur les yeux et des vêtements usés s'approche timidement de sa table. D'une voix tremblante mais pleine de dignité, elle demande « Excusez-moi madame, avez-vous de la nourriture que vous pourriez partager? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » La réponse d'Isabelle à ce moment ne sera pas seulement un geste de charité, mais le début d'une transformation qui révélera un secret enfoui depuis des années et changera à jamais la vie de toutes les deux, prouvant que parfois le destin se cache derrière les rencontres les plus inattendues. Isabelle Moreau était assise à la meilleure table du restaurant Le Meurice, l'établissement le plus prestigieux de la place Vendôme, observant à travers les fenêtres historiques le coucher de soleil doré qui se reflétait sur les toits parisiens. À 32 ans, elle était l'une des entrepreneuses les plus riches de France, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étendait de Paris à Nice. Son empire valait plus de 200 millions d'euros, et ce soir-là, elle célébrait seule son énième succès, l'acquisition d'un hôtel particulier historique dans le 16e arrondissement. Elle portait une robe Chanel couleur crème qu'elle avait achetée le matin même pour 3000 €, au poignet brillaient des bracelets Cartier, et autour du cou, un collier de perles ayant appartenu à sa grand-mère. Chaque détail de son apparence criait le succès, la richesse, le pouvoir. Mais tandis qu'elle savourait le homard accompagné de champagne Dom Pérignon, Isabelle ne pouvait chasser cette sensation de vide qui l'accompagnait depuis des années. Sa vie était une succession de réunions d'affaires, de voyages en jet privé, de dîners dans des restaurants étoilés et de nuits dans des suites présidentielles. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais personne avec qui le partager. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 25 ans, lui laissant l'empire hôtelier familial. Elle n'avait pas de frères et sœurs, et ses relations amoureuses finissaient toujours de la même manière. Les hommes l'aimaient pour son argent, pas pour qui elle était vraiment. Ce soir-là, elle avait choisi de dîner seule, parce que cela lui faisait moins mal que la fausse compagnie de personnes intéressées uniquement par son patrimoine. Tandis qu'elle coupait un morceau de homard, ses pensées s'envolèrent vers son enfance, quand elle vivait avec ses grands-parents dans un petit village de Provence, avant que ses parents ne l'emmènent dans le monde doré des affaires. À l'époque, elle était heureuse avec peu. Une glace, une promenade dans les champs de lavande, les histoires que lui racontait son grand-père le soir. Mais ses souvenirs appartenaient à une autre vie, à une Isabelle qui n'existait plus. L'Isabelle d'aujourd'hui était une machine parfaite à faire de l'argent, une femme de succès qui avait sacrifié son âme sur l'autel du business. Elle ne pleurait plus depuis des années, ne riait plus de cœur, ne ressentait plus ces émotions authentiques qui rendent humain. Le serveur lui apporta le second plat, accompagné d'un Bordeaux de 1985. Isabelle hocha la tête distraitement, vérifiant pour la énième fois son téléphone pour voir s'il y avait des emails urgents. Même en vacances, même pendant les repas, le travail ne l'abandonnait jamais. Elle était devenue esclave de son propre succès. Elle regarda sa montre Cartier au poignet. Il était 8 heures du soir et la place se remplissait de touristes et de Parisiens qui sortaient pour la promenade nocturne. À travers les fenêtres, elle voyait des couples se tenant par la main, des familles avec des enfants qui couraient entre les pigeons, des personnes âgées assises sur les bancs à bavarder. Tous semblaient avoir quelque chose qui lui manquait, la capacité de profiter des petits moments, d'être heureux sans avoir besoin de tout posséder. Mais Isabelle avait appris à enterrer ses pensées mélancoliques. Elle se versa un autre verre de champagne et se reconcentra sur les documents qu'elle avait apportés. Le nouvel hôtel devait ouvrir avant Noël et il y avait 1000 détails à régler. Le travail était la seule chose qui lui donnait encore un sentiment de contrôle sur la vie. Elle ne savait pas qu'à quelques mètres de distance, une fille avec un bandeau noir sur les yeux l'observait à travers les fenêtres du restaurant,
trouvant le courage de faire le pas qui changerait à jamais l'existence de toutes les deux. Camille Dubois avait 15 ans, mais en paraissait plus à cause de tout ce qu'elle avait dû affronter dans la vie. Elle était devenue aveugle 3 ans auparavant à cause d'une tumeur au cerveau que les médecins avaient réussi à enlever, lui sauvant la vie, mais lui prenant à jamais la vue. Ses parents, ouvriers dans une petite usine en banlieue parisienne, n'avaient pas pu supporter les frais médicaux et avaient perdu leur appartement. Camille vivait maintenant dans un foyer pour jeunes en difficulté à Créteil. Mais ce soir-là, elle s'était échappée pour la 3e fois en 2 mois. Elle ne supportait plus la routine du foyer, les règles rigides, le sentiment de pitié dans les yeux des assistants sociaux. Elle avait pris le RER pour Paris avec les quelques euros qu'elle avait réussi à économiser, espérant trouver un travail, une famille qui l'accueillerait, n'importe quoi qui lui donnerait une chance de vie normale. Mais après 2 jours à errer dans la ville, elle avait épuisé son argent et n'avait rien mangé sauf un sandwich qu'un touriste généreux lui avait offert la veille. Maintenant, elle marchait sur la place Vendôme avec sa canne blanche, guidée par les sons et les parfums qui l'entouraient. Elle entendait les conversations élégantes des clients des restaurants chers, l'arôme des plats raffinés qui la rendaient encore plus affamée, le froissement des vêtements coûteux et le tintement des verres de cristal. C'était un monde complètement différent de celui qu'elle avait connu. Elle s'arrêta devant le Meurice, attirée par l'arôme irrésistible qui sortait de la cuisine. À travers les fenêtres ouvertes, elle entendait le son de conversations raffinées, le tintement des couverts sur la porcelaine, le pétillement du champagne versé dans les verres. Pour un moment, elle se permit d'imaginer ce que ce serait de s'asseoir à une de ces tables, de commander n'importe quoi du menu sans avoir à regarder le prix. Mais alors la réalité la ramena sur terre. Elle était une fille aveugle, sans famille, sans argent, sans avenir. Cependant, la faim était plus forte que l'orgueil. Camille n'avait pas mangé depuis 48 heures et sentait ses jambes trembler de faiblesse. Elle rassembla tout le courage qu'elle avait et s'approcha des fenêtres du restaurant. Grâce au son, elle réussit à identifier une table où était assise une personne seule, une femme, à en juger par le parfum et le froissement du tissu. Elle entendait qu'elle mangeait quelque chose et qu'il y avait plusieurs plats sur la table. Camille frappa délicatement contre la vitre de la fenêtre. Quelques personnes se retournèrent et elle entendit des murmures de désapprobation. Mais elle ne renonça pas. D'une voix tremblante mais pleine de dignité, elle prononça les mots qu'elle avait répétés 100 fois dans sa tête. « Excusez-moi, madame, avez-vous de la nourriture que vous pourriez partager ? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Camille resta immobile, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne s'entende même de l'autre côté de la vitre. Mais ce qui arriva ensuite dépassa toutes ses attentes. Elle entendit le bruit d'une chaise qui bougeait, des pas qui s'approchèrent de la fenêtre, puis une voix féminine qui dit « Attends, ne pars pas, je sors !» Isabelle se leva de table si rapidement qu'elle faillit renverser le verre de champagne. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussée à réagir ainsi à la demande de la fille aveugle. Peut-être était-ce la dignité dans sa voix, peut-être le courage qu'elle avait dû avoir pour demander de l'aide, ou peut-être quelque chose de plus profond qu'elle n'arrivait pas encore à comprendre. Elle sortit du restaurant en ignorant les regards curieux des autres clients et s'approcha de la fille qui attendait immobile sur le trottoir. De près, elle pouvait mieux voir sa situation. Les vêtements étaient propres mais usés, les chaussures abîmées mais cirées avec soin, les cheveux châtains rassemblés en queue de cheval ordonnés malgré tout. Ce n'était pas une sans-abri, mais une fille qui traversait une période difficile et essayait de maintenir sa dignité. Isabelle fit asseoir Camille à sa table et commanda une série de plats. Une soupe chaude pour commencer, puis des pâtes à la tomate, du poulet rôti avec garniture et du pain frais. Tandis qu'elles attendaient, elle commença à découvrir l'histoire de Camille. La maladie, la perte de la vue, les difficultés économiques de la famille, le foyer, la fugue. Quand la nourriture arriva, Camille mangea avec une élégance naturelle qui surprit Isabelle.
Elle n'engloutissait pas la nourriture comme on pourrait s'y attendre de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours, mais savourait chaque bouchée avec gratitude. Elle avait de bonnes manières, était polie, intelligente. On voyait qu'elle venait d'une famille bien, simplement malchanceuse. Camille raconta qu'avant, elle voulait devenir photographe. Mais maintenant, elle rêvait seulement d'être utile à quelque chose, d'avoir une vie normale, de pouvoir travailler, d'avoir une maison, peut-être une famille un jour. Isabelle fut impressionnée par la détermination de Camille. À 15 ans, après avoir tout perdu, elle parlait encore d'avenir, d'espoir, de rêve. Après une longue pause, Isabelle prit une décision qui la surprit elle-même. Elle proposa à Camille de venir vivre chez elle. Elle avait une grande maison, elle pourrait continuer ses études et en échange, elle pourrait l'aider avec certaines choses. Camille resta sans voix, incrédule. Isabelle elle-même ne savait pas exactement pourquoi elle faisait cela. Mais en regardant Camille, elle voyait quelque chose qu'elle avait perdu, l'authenticité, la force de caractère, la capacité de trouver l'espoir même dans le désespoir. Elle avait le sentiment que Camille pourrait lui enseigner quelque chose qu'elle avait oublié. 3 jours après cette rencontre, place Vendôme, Camille se trouvait dans la villa d'Isabelle, avec vue sur le lac d'Annecy, encore incrédule du tournant qu'avait pris sa vie. La maison était un château du XVIIIe siècle, entouré de jardins entretenus dans les moindres détails, avec une vue époustouflante sur les Alpes qui encadraient le lac. Isabelle lui avait assigné une suite au 2e étage, plus grande que tout l'appartement où Camille avait vécu avec ses parents. Mais ce qui avait le plus impressionné Camille, c'étaient les détails. Isabelle avait fait installer des mains courantes tactiles le long de tous les couloirs, avait fait remplacer tous les tapis par d'autres antidérapants, avait organisé les meubles de manière que Camille puisse se déplacer librement, sans obstacle. Isabelle avait tenu sa promesse. Camille avait repris ses études avec un tuteur privé, spécialisé dans l'éducation des malvoyants, apprenait le braille et l'utilisation de l'ordinateur avec des logiciels spécifiques. Mais surtout, pour la première fois depuis des années, elle se sentait partie d'une famille. Ce qu'aucune des deux n'attendait, c'était à quel point elles s'enrichiraient mutuellement. Camille apporta dans la vie d'Isabelle quelque chose que l'argent n'avait jamais pu acheter, l'authenticité. Le matin, elles se réveillaient ensemble, prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, en parlant de tout et de rien. Camille racontait des histoires de son enfance, en banlieue parisienne. Isabelle partageait des anecdotes du monde des affaires que Camille trouvait fascinantes. Camille avait une façon particulière de voir le monde. N'étant pas influencée par les apparences, elle jugeait les gens par ce qu'ils disaient, par la façon dont ils la traitaient, par l'énergie qu'ils transmettaient. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Pendant les réunions d'affaires qu'Isabelle tenait à la maison, Camille arrivait à comprendre en quelques minutes qui était honnête et qui ne l'était pas, qui était vraiment compétent et qui bluffait. Un jour, pendant une réunion importante, Camille chuchota à Isabelle qu'un de ses collaborateurs mentait sur les chiffres du projet de Lyon. Isabelle pensa d'abord que Camille se trompait, mais après avoir fait vérifier les comptes, elle découvrit que l'homme avait gonflé les coûts d'au moins 30%. À partir de ce moment, elle commença à impliquer Camille dans beaucoup de ses décisions d'affaires. Mais le plus grand changement eut lieu dans la vie personnelle d'Isabelle. Camille lui apprenait à redécouvrir les plaisirs simples. Le parfum des fleurs du jardin le matin, le bruit de la pluie sur le lac, le goût du pain fait maison par la gouvernante. Des choses qu'Isabelle avait toujours eues autour d'elle, mais qu'elle ne remarquait plus. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Camille posa à Isabelle une question qui la frappa profondément. Elle lui demanda pourquoi elle était toujours si triste, même quand elle souriait. Isabelle répondit qu'elle n'était pas triste, juste fatiguée. Fatiguée de tout, du travail, des responsabilités, de devoir être toujours parfaite. Camille resta silencieuse un moment, puis observa que quand elle était devenue aveugle, elle avait pensé que sa vie était finie. Mais ensuite elle avait compris qu'elle avait simplement perdu une façon de voir le monde, pas la capacité de le vivre. Peut-être qu'Isabelle avait perdu une autre façon de voir.
Elle avait tout ce qui ne servait à rien et n'avait rien de ce qui était vraiment important. Cette question resta dans l'esprit d'Isabelle pendant des jours. Camille avait raison. Elle avait construit un empire, mais avait oublié comment être heureuse. 6 mois après leur rencontre, la vie d'Isabelle et Camille avait trouvé un équilibre parfait. Camille avait repris ses études avec un succès extraordinaire, et Isabelle avait commencé à déléguer plus de travail pour passer du temps avec elle. Elles avaient développé une routine quotidienne qui donnait sérénité aux deux. Petit déjeuner ensemble, études le matin, promenade l'après-midi, dîner pendant lesquels elles partageaient leur journée. Mais cette tranquillité fut soudainement brisée par un appel téléphonique qui changea tout. C'était un mardi après-midi quand le téléphone d'Isabelle sonna. À l'autre bout se trouvait un homme qui se présenta comme docteur Rousseau, le médecin qui avait suivi Camille pendant sa maladie. Le docteur dit qu'il devait lui parler de quelque chose de très important concernant la jeune fille et préférait le faire en personne. Le lendemain, il se présenta à la villa avec un dossier médical sous le bras et une expression sérieuse sur le visage. Isabelle le reçut dans son bureau, tandis que Camille était dans le jardin avec le tuteur. Le docteur Rousseau commença à expliquer que pendant la période de soins, ils avaient fait tous les tests génétiques nécessaires. Ils avaient découvert que Camille n'était pas la fille biologique des époux Dubois, mais avait été adoptée quand elle avait quelques mois. Mais il y avait plus. Grâce au test ADN, ils avaient réussi à remonter à sa vraie famille d'origine. Camille est votre sœur, Madame Moreau, votre sœur jumelle pour être exact. Le monde d'Isabelle sembla s'arrêter. Le docteur expliqua que ses parents avaient eu 2 filles. Ils l'avaient gardée, elle, et avaient donné Camille en adoption à une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Probablement ne lui avait-il jamais dit pour la protéger. Isabelle se leva de sa chaise, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Elle voyait Camille assise sous un arbre, écoutant le tuteur qui lui lisait un livre. Maintenant, elle comprenait pourquoi elle s'était sentie si connectée dès le premier moment. Pourquoi Camille lui avait donné cette sensation de familiarité. Le docteur expliqua que probablement ses parents voulaient la protéger de la douleur et peut-être pensaient tout lui dire quand elle serait plus grande. Mais ensuite, ils moururent dans l'accident. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant. La sensation de vide qu'elle avait toujours ressentie, comme s'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Le besoin instinctif d'aider Camille, la facilité avec laquelle elle s'était comprise. Isabelle demanda si Camille savait quelque chose, et le docteur répondit que non. La décision de le lui dire lui revenait. Mais il avait pensé qu'elle avait le droit de le savoir, surtout considérant à quel point elles étaient devenues proches. Isabelle resta silencieuse pendant de longues minutes, observant la fille qu'elle savait maintenant être sa sœur. Elle repensa à tous les moments partagés des derniers mois, à comment Camille avait changé sa vie, à comment elle lui avait appris à se retrouver. Finalement, elle décida que Camille avait subi assez de traumatismes dans sa vie, et elle ne voulait pas la bouleverser avec cette révélation, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Pour l'instant, elle préférait que cela reste leur secret. Ce soir-là, pendant le dîner, Camille sembla remarquer qu'Isabelle était plus silencieuse que d'habitude et lui demanda si tout allait bien. Isabelle la regarda avec des yeux complètement nouveaux. Sa sœur, la personne qu'elle avait inconsciemment cherchée toute sa vie, avait toujours été là, à quelques kilomètres de distance, vivant une vie difficile, tandis qu'elle grandissait dans le luxe. Elle mentit doucement, disant que tout allait bien, qu'elle pensait seulement à la chance qu'elle avait eue de la rencontrer. Camille sourit, ce sourire qu'Isabelle reconnaissait maintenant comme identique au sien, et dit qu'elle se sentait chanceuse aussi. Isabelle prit la main de Camille à travers la table, murmurant que c'était peut-être le destin qu'elles se rencontrent. 1 an après la révélation du docteur Rousseau, Isabelle avait encore gardé pour elle le secret de l'identité de Camille. Pendant cette période, leur relation s'était encore approfondie, se transformant en quelque chose qui allait au-delà de l'amitié ou même de l'affection familiale. C'était une connexion de l'âme que toutes les deux ressentaient mais n'arrivaient pas à expliquer complètement.
Camille avait eu 17 ans et était devenue une jeune femme extraordinaire. Elle avait terminé le lycée avec d'excellentes notes et se préparait pour l'université. Elle voulait étudier la psychologie, se spécialisant dans l'aide aux personnes handicapées, disant qu'elle voulait aider les autres, comme Isabelle l'avait aidée. Mais surtout, Camille avait complètement transformé la vie d'Isabelle. L'empire hôtelier continuait de prospérer, mais maintenant, Isabelle avait trouvé un équilibre entre travail et vie privée. Elle avait ouvert une fondation pour aider les jeunes en difficulté, inspirée par l'histoire de Camille. Elle avait commencé à voyager moins et à profiter de la maison au lac, des jardins, des petits plaisirs quotidiens que Camille lui avait appris à apprécier. Un soir, tandis qu'elles étaient assises sur la terrasse, regardant le coucher de soleil sur le lac, Camille fit à Isabelle une confession. Elle dit qu'au début, elle pensait qu'elle l'avait aidée seulement par bonté, ou peut-être par sentiment de culpabilité des riches envers les pauvres. Mais maintenant, elle savait que ce n'était pas le cas. Camille expliqua qu'Isabelle l'avait sauvée parce qu'elle avait besoin de se sauver elle aussi. Et elle avait eu besoin d'Isabelle, autant qu'Isabelle avait eu besoin d'elle. C'était comme si elles avaient toujours été connectées, d'une certaine manière. La façon dont elles se comprenaient sans parler. Comment elles arrivaient toujours à savoir ce que pensait l'autre, le fait qu'elles se sentaient chez elle, avec elle, comme nulle part ailleurs. C'était comme si elles étaient famille. Isabelle resta silencieuse pendant un long moment. Il était temps de dire la vérité. Et ainsi, sous les étoiles qui se reflétaient dans le lac, Isabelle raconta à Camille tout ce qu'elle avait découvert 1 an auparavant. Elle lui parla des parents qui avaient fait un choix difficile, de la séparation à la naissance, du destin qui les avait réunis de façon si improbable. Camille écouta en silence, les larmes coulant sur son visage. Quand Isabelle eut fini de parler, elle resta immobile pendant longtemps, puis chuchota qu'elle comprenait maintenant. Elle comprenait pourquoi elle s'était toujours sentie comme s'il lui manquait un morceau, pourquoi avec Isabelle, elle se sentait complète. Elles s'embrassèrent, pleurant ensemble pour toutes les années perdues, mais souriant aussi pour le miracle qui les avait réunies. 2 sœurs qui avaient vécu des vies complètement différentes, mais qui avaient retrouvé l'une dans l'autre ce qu'elles ne savaient même pas avoir perdu. Camille fit promettre à Isabelle qu'elle ne se séparerait plus jamais. Et Isabelle lui promit qu'elles avaient perdu trop d'années et qu'elle rattraperait maintenant tout le temps perdu. Dans les mois qui suivirent, Isabelle fit officiellement adopter Camille, lui donnant le nom de famille Moreau. Camille commença l'université, mais continua à vivre dans la villa au lac. Ensemble, elles transformèrent une partie de la propriété en centre d'accueil pour jeunes en difficulté, un endroit où des jeunes comme Camille pouvaient trouver une seconde chance. L'histoire de leur rencontre et de leur découverte devint célèbre dans toute la France. Journaux et télévisions voulaient interviewer les sœurs que le destin avait séparées et réunies de façon si extraordinaire. Mais Isabelle et Camille préféraient de leur vie privée, se consacrant l'une à l'autre et aux jeunes qu'elles aidaient. Pendant une de leurs promenades nocturnes au bord du lac, Isabelle confessa avoir appris que parfois, il faut tout perdre pour retrouver ce qui compte vraiment. Elle avait eu le succès, l'argent, le pouvoir, mais n'avait pas eu l'amour. Camille avait perdu la vue, la famille, la maison, mais avait gardé la capacité d'aimer. Ensemble, elles avaient trouvé ce qui manquait aux deux. Camille sourit, serrant fort la main de sa sœur, et répondit qu'elle avait appris que parfois les anges se déguisent en millionnaires qui dînent seuls dans des restaurants de luxe. Elles rirent ensemble, regardant leurs ombres reflétées dans l'eau du lac. 2 sœurs qui avaient traversé l'obscurité pour se retrouver dans la lumière, prouvant que l'amour vrai ne connaît pas d'obstacles, et que le destin, quand il veut, sait être plus fort que n'importe quelle séparation. 5 ans plus tard, Camille obtint son diplôme de psychologie avec les meilleures notes. Le jour de la remise des diplômes, Isabelle était au premier rang à l'applaudir, les yeux pleins de fierté et d'amour. Camille avait tenu sa promesse. Elle aidait maintenant des centaines de personnes grâce à la fondation qu'elles avaient créée ensemble. Après la cérémonie, tandis qu'elles s'embrassaient entourées de fleurs et de félicitations, Camille remercia Isabelle d'être sortie de ce restaurant,
d'avoir répondu à son appel, de lui avoir rendu non seulement une vie, mais une famille. Isabelle la serra fort, sachant qu'elle devait remercier aussi. Camille lui avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour, compréhension et dans la capacité d'améliorer la vie des autres. Et quand les gens leur demandaient quel était le secret de leur bonheur, elles répondaient toujours la même chose. Elles avaient appris que parfois, pour se trouver soi-même, il faut d'abord sauver quelqu'un d'autre. La villa au lac était devenue bien plus qu'une maison. Elle était devenue un symbole d'espoir pour tous ces jeunes qui croyaient avoir tout perdu. Camille et Isabelle avaient prouvé que peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il y a toujours quelqu'un prêt à tendre la main, et parfois, cette main appartient à la personne que vous avez cherchée toute votre vie. Chaque soir, assises sur la terrasse qui regardait le lac, les deux sœurs remerciaient en silence ce moment magique place Vendôme, quand une fille aveugle avait eu le courage de frapper à une fenêtre et une millionnaire solitaire avait eu le cœur de l'ouvrir. Parce que parfois, les plus grands miracles naissent des gestes les plus simples, et l'amour le plus pur se trouve là où on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a ému, mettez un like. Partagez dans les commentaires. Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà fait un geste de bonté qui a changé une vie? Abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires qui prouvent que l'amour peut naître des rencontres les plus inattendues. Souvenez-vous, parfois les personnes que nous pensons aider sont celles qui nous sauvent vraiment. La vraie richesse se trouve dans les liens humains, pas dans le compte en banque.